En 1845, deux navires de la Royal Navy quittent l'Angleterre pour entrer dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète. À bord, 129 hommes. Leur mission semble immense, presque glorieuse. Trouver enfin le passage du Nord-Ouest, cette route mythique à travers l'Arctique que les plus grandes puissances cherchent depuis des siècles. Les navires s'appellent HMS Erebus et HMS Terror. Et à leur tête, un homme déjà célèbre, Sir John Franklin. Personne n'imagine alors que cette expédition va devenir l'un des plus grands mystères de l'histoire maritime. Au départ, tout inspire confiance. Franklin n'est pas un amateur, ses officiers non plus. Les deux navires ont été renforcés pour résister à la glace, équipés de moteurs à vapeur pour assister les voiles, de systèmes de chauffage et même d'installations permettant de produire de l'eau douce. À bord, il y a aussi des animaux vivants et environ 3 ans de provisions, dont des conserves, une technologie moderne pour l'époque. En apparence, cette mission a tout pour réussir. C'est précisément ce qui rend sa fin si terrifiante. Le 19 mai 1845, l'expédition quitte la Grande-Bretagne. Elle s'arrête ensuite au Groenland pour embarquer du ravitaillement. Puis, fin juillet, deux baleiniers aperçoivent une dernière fois l'Erebus et le Terror dans la baie de Baffin avant leur entrée plus profonde dans l'archipel arctique canadien. Ce sera la dernière vision européenne de l'expédition vivante. Après cela, plus rien, juste le silence. Et c'est là que commence vraiment notre histoire. Parce qu'au fond, l'expédition Franklin n'est pas seulement une disparition. C'est la lente destruction d'une mission qui pensait pouvoir dominer la glace. Une mission royale, puissante, sûre d'elle, que l'Arctique va avaler morceau par morceau. Pour comprendre pourquoi cette affaire a tant marqué l'histoire, il faut revenir à l'obsession de l'époque. Le passage du Nord-Ouest, c'est plus qu'une route maritime, c'est un rêve impérial. Une voie capable de relier l'Atlantique au Pacifique par le nord du continent américain. Celui qui la trouve entre dans l'histoire. Celui qui l'ouvre change le commerce mondial. Franklin part donc dans l'Arctique avec le poids d'une ambition nationale sur les épaules. Il a 58 ans quand il prend le commandement de l'expédition. Sur l'Erebus, il est accompagné de James Fitzjames, officier charismatique et ambitieux. Sur le Terror, on trouve Francis Crozier, marin expérimenté, déjà rompu aux expéditions polaires et aux conditions extrêmes. Si l'on regarde simplement le CV des chefs, tout indique que cette mission a été confiée à des hommes capables d'affronter le pire. Mais l'Arctique n'obéit pas au CV. L'Arctique n'obéit pas au prestige. L'Arctique ne respecte ni les grades, ni les drapeaux, ni les préparatifs. Il attend. Il use. Il enferme. Et une fois qu'il vous tient, il peut vous garder pendant des années. Pendant un temps pourtant, tout semble suivre le plan. Bien plus tard, le document le plus célèbre de toute cette affaire, la Victory Point Note, indiquera que l'expédition a bien passé l'hiver 1845 à 1846 à Beechey Island. À ce moment-là, le message est encore rassurant. Il se termine même par cette formule presque insoutenable quand on connaît la suite « All well », tout va bien. En réalité, non, tout ne va pas bien, pas du tout. Beechey Island est le premier vrai indice laissé par l'expédition. C'est là qu'on retrouvera plus tard 3 tombes, celles de John Torrington, John Hartnell et William Brain. 3 hommes morts dès le premier hivernage. 3 tombes propres, rangées, presque dignes. Comme si, à ce stade, l'ordre militaire tenait encore. Comme si la catastrophe n'était pas encore visible. Mais 3 morts lors du premier hiver, dans une mission qui vient à peine de commencer, ce n'est déjà pas rien. C'est un signal, un très mauvais signal. Imagine la scène. Dehors, un désert de glace, des températures extrêmes, une lumière qui disparaît pendant de longues périodes, des hommes enfermés dans du bois, du métal et de la routine, à des milliers de kilomètres de chez eux. On sait que sur les expéditions polaires, il faut occuper les esprits, maintenir une discipline, créer des habitudes, lutter contre l'épuisement psychologique autant que contre le froid. Mais même avec toute la volonté du monde, on ne domestique pas un hiver arctique. On ne fait que le traverser. Et encore, quand on y survit. À ce moment-là, en Angleterre, personne ne panique encore. Le silence peut sembler normal.
Les expéditions de ce type sont longues, les communications sont inexistantes, on attend, on espère, on suppose que Franklin poursuit sa route. Pendant ce temps, dans le nord, l'expédition s'enfonce vers ce qui deviendra son cercueil. L'été 1846, les 2 navires descendent vers Peel Sound, puis, au large de King William Island, ils se retrouvent piégés dans les glaces en septembre. Ce détail est fondamental, parce qu'à partir de là, l'expédition ne se déplace plus librement. Elle ne conduit plus son destin, elle subit. Les navires deviennent des forteresses immobiles, puis des prisons, puis, lentement, des tombeaux. Au début, les hommes ont sans doute encore de l'espoir. Après tout, les navires sont robustes, ils ont des provisions, ils ont déjà passé un hiver. Peut-être pensent-ils que la glace finira par céder. Peut-être s'imaginent-ils repartir au prochain dégel. C'est le genre d'espoir qui maintient un équipage debout. Mais dans l'Arctique, l'espoir peut devenir un piège lui aussi. Parce qu'on attend. Puis on attend encore. Et un jour, on comprend que le dégel ne sauvera personne. Les mois passent, puis les saisons. L'expédition reste bloquée pendant l'hiver 1846 à 1847, puis encore pendant l'hiver 1847 à 1848. Et dans cet immobilisme absolu, les hommes commencent à disparaître. Le document retrouvé en 1859 indiquera que Sir John Franklin meurt le 11 juin 1847. Le chef lui-même ne verra jamais l'issue de la crise. Ce détail a quelque chose de glaçant. Même l'homme censé porter l'expédition vers la gloire finit par être englouti avant les autres. Après la mort de Franklin, le commandement passe à Francis Crozier. Et là, l'histoire change de visage. On n'est plus dans une expédition triomphante. On n'est même plus dans une mission en difficulté. On est dans une opération de survie. Une lutte contre le froid, la faim, la maladie, l'épuisement, la désorientation et le temps. Surtout le temps. Car plus l'Arctique vous retient, plus il vous vide. En 1859, lors d'une expédition de recherche menée par Francis McClintock, on retrouve près de Victory Point un cairn contenant la fameuse note. C'est l'un des documents les plus célèbres de l'histoire polaire. Le premier message, rédigé en mai 1847, est encore optimiste. Le second, ajouté en avril 1848, est un coup de massue. Il annonce qu'un total de 9 officiers et 15 hommes sont déjà morts. Il confirme aussi la mort de Franklin. Et surtout, il révèle que les survivants, au nombre de 105, ont abandonné les navires pour tenter de rejoindre la Back River en marchant vers le sud. Prends une seconde pour mesurer ce que cela signifie. 105 hommes quittent 2 navires piégés dans la glace, au cœur de l'Arctique, chargés de traîneaux, d'équipements, d'espoirs de plus en plus fragiles. Ils doivent rejoindre la terre ferme, puis survivre assez longtemps pour rencontrer de l'aide, du gibier, une issue, quelque chose. En théorie, c'est un plan. En pratique, c'est peut-être la marche de désespoir la plus célèbre de l'histoire polaire. Et c'est ici que l'histoire de Franklin devient presque insupportable. Parce que ce document est bref, très bref. Il ne raconte pas les cris, il ne raconte pas les corps affaiblis, il ne raconte pas les hommes qui tombent en tirant des charges impossibles. Il ne raconte pas les décisions prises au bord de l'effondrement. Il donne des faits, rien que des faits. Et pourtant, derrière ces quelques lignes, on sent tout un monde en train de mourir. Des recherches menées au XIXe siècle retrouvent peu à peu des indices. Des squelettes, des tombes, des objets abandonnés, des vêtements, des livres, un lourd traîneau portant un bateau. Tous ces fragments racontent la même chose. L'expédition s'est disloquée. Elle n'a pas disparu d'un seul coup. Elle s'est cassée lentement, dans un environnement qui n'a laissé passer que des restes. Un élément essentiel de cette histoire, et longtemps sous-estimé, vient des témoignages inuits. Au fil des décennies, plusieurs récits recueillis par des explorateurs et enquêteurs évoquent des hommes blancs amaigris, des cadavres, des objets venant des navires, et même des emplacements potentiels des épaves. Pendant longtemps, une partie du monde européen a regardé ces récits avec condescendance. Pourtant, ils se révéleront fondamentaux pour comprendre où chercher et ce qui a pu arriver aux membres de l'expédition. C'est un point important, presque moral dans cette affaire.
Des hommes venus de l'un des plus puissants empires de leur temps disparaissent dans un territoire qu'ils prétendent traverser, tandis que ceux qui vivent là, les Inuits, détiennent des informations cruciales sur leur sort. Et pendant des années, on a préféré le prestige des cartes à la valeur de la mémoire locale. Finalement, l'histoire leur a donné raison. Alors, qu'est-ce qui a réellement tué les hommes de Franklin ? La réponse honnête, c'est qu'il n'y a pas une seule cause, mais un enchaînement de facteurs. Le froid extrême d'abord, l'isolement ensuite. Les maladies liées aux longues expéditions polaires, comme le scorbut, ont souvent été considérées comme plausibles dans ce type de contexte. Il y a aussi l'épuisement physique, la dénutrition et probablement l'effondrement progressif de toute capacité de survie cohérente. Pendant longtemps, la théorie du saturnisme, donc de l'empoisonnement au plomb, a occupé une place centrale. Des analyses sur des restes humains de l'expédition, notamment ceux de Beechey Island, ont montré une exposition élevée au plomb. Une hypothèse célèbre a voulu relier cela aux conserves scellées au plomb ou au système d'eau des navires. Mais des recherches plus récentes ont nuancé cette idée. Le plomb a probablement joué un rôle, mais il n'explique pas à lui seul l'effondrement total de l'expédition. En clair, même si le plomb a pu affaiblir certains hommes, la catastrophe finale ressemble davantage à une convergence de causes qu'à une seule explication miracle. C'est ce qui rend l'histoire encore plus sombre. Il n'y a pas un poison unique qu'on aurait pu éliminer. Il y a un engrenage, une lente accumulation de problèmes dans le pire environnement possible. Et une fois cet engrenage lancé, chaque semaine rend le retour plus improbable. Puis vient la question la plus lourde, celle que beaucoup ont refusé d'accepter à l'époque. Celle qui heurte de front l'image héroïque de l'expédition, le cannibalisme de survie. Des témoignages inuits l'avaient évoqué très tôt. Plus tard, des analyses ostéologiques ont mis en évidence sur certains os des traces compatibles avec une consommation humaine en fin d'agonie, notamment des marques de découpe. Aujourd'hui, l'idée n'est plus rejetée comme une simple rumeur sensationnaliste. Elle est considérée comme sérieusement étayée par les preuves archéologiques. Et là, toute l'histoire bascule dans quelque chose de beaucoup plus humain et beaucoup plus terrible. Parce qu'on ne parle plus seulement d'hommes perdus dans la glace, on parle d'hommes poussés jusqu'au point de rupture absolue. Le point où la discipline navale, l'honneur, les grades, la civilisation, tout ce qui faisait tenir l'expédition debout, finit par s'effondrer devant l'instinct de survie. Ce n'est pas une partie choc à ajouter pour faire du sensationnel, c'est probablement le dernier étage du désespoir. Il faut être précis ici. On ne sait pas exactement qui a fait quoi, ni à quel moment précis, ni dans quelles conditions exactes. Mais l'ensemble des indices raconte une fin progressive, atroce, où certains survivants ont été confrontés à l'impensable. Et c'est peut-être cela le plus dur à entendre. L'expédition Franklin ne s'est pas arrêtée au moment où les navires ont été piégés. Elle a continué à mourir longtemps après. En Grande-Bretagne, l'absence de nouvelles finit par déclencher d'immenses recherches. L'affaire Franklin devient une obsession nationale. La Royal Navy lance ce qui est souvent décrit comme l'un des plus vastes efforts de recherche de son histoire. Des expéditions maritimes, terrestres, privées et publiques sillonnent l'Arctique pendant des années. Et ironiquement, même sans sauver Franklin, ces recherches contribuent à cartographier davantage le Nord canadien et à faire progresser la connaissance de la région. C'est l'un des grands paradoxes de cette histoire. Franklin est parti chercher une route, il ne reviendra jamais. Mais sa disparition va pousser d'autres hommes à explorer, cartographier et documenter ces territoires avec une intensité nouvelle. En un sens cruel, même dans la mort, l'expédition continuera à ouvrir quelque chose. Pas une route commerciale triomphale, mais une route de recherche, de deuil et de mémoire. Pendant près de 170 ans, personne ne retrouve formellement les deux navires. Ils deviennent presque mythiques. L'Erebus et le Terror cessent d'être seulement des bâtiments disparus. Ils deviennent des fantômes de bois et de fer, quelque part sous les eaux froides de l'Arctique canadien. Puis, au XXIe siècle, la situation change enfin. Grâce à des années de recherche, à la technologie moderne et aux savoirs inuits, les épaves refont surface dans l'histoire. HMS Erebus est retrouvé le 2 septembre 2014.
puis HMS Terror est localisé en septembre 2016 dans Terror Bay, après qu'une information locale inuite ait conduit les chercheurs vers la zone. Ce point est capital. La découverte moderne ne repose pas seulement sur le sonar et l'archéologie sous-marine, mais aussi sur une connaissance transmise au sein des communautés inuites. Encore une fois, la mémoire du territoire a montré sa valeur. La découverte des épaves ne ressuscite personne. Elle ne répond pas à tout, mais elle transforme le mystère. D'un coup, l'expédition Franklin n'est plus seulement une légende racontée à partir d'objets perdus et d'ossements dispersés. Elle redevient un lieu réel, un lieu presque intact par endroits, un lieu où l'histoire dort encore sous l'eau noire. On pourrait croire que cette histoire parle avant tout de navigation, de conquête ou d'exploration. En réalité, elle parle surtout de la fragilité humaine quand elle rencontre un monde qui ne négocie pas. Franklin et ses hommes avaient des navires renforcés, des moteurs, de la nourriture, de l'expérience, une chaîne de commandement, la confiance d'un empire entier. Et malgré cela, ils ont été vaincus. Pas par une bataille, pas par un monstre, pas par une légende, par le froid, la glace, le temps et l'effondrement progressif de leurs propres ressources. C'est aussi pour cela que cette affaire reste si fascinante, parce qu'elle ne s'explique jamais totalement. On a des dates, des indices, des restes, un message, des témoignages, des os, des épaves. Mais on n'a pas leur dernier mot. On n'a pas leur dernier soir. On n'a pas le moment précis où les survivants ont compris qu'ils ne rentreraient jamais. Ce vide-là, ce trou noir au centre de l'histoire, continue d'aimanter l'imagination. Et peut-être que le véritable cauchemar est là, pas seulement dans la mort, mais dans l'effacement. Être assez proche pour laisser des traces, mais trop loin pour qu'on sache vraiment. Mourir assez lentement pour que le monde recueille vos restes, mais pas assez près pour qu'il entende votre fin. C'est ça, au fond, l'expédition Franklin. Une catastrophe presque visible, mais jamais totalement accessible.